Bonjour, bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de la saison 5 des webinars de Business et Décision. Alors aujourd'hui, on va parler de Google Cloud et en particulier de comment on met sa plateforme data dans Google Cloud. Alors Google est posé un pari il y a quelques années. S'il n'était pas leader des plateformes cloud, il se retirait de ce marché. Alors, on n'a pas de chiffres très précis sur la position de Google, mais force est de constater que Google Cloud est plus que jamais présent et prend chaque jour une ampleur plus importante pour les initiatives data et IA des entreprises. Et en effet, c'est l'une des solutions les plus complètes et plus performantes du marché pour valoriser vos données dans le cloud. Intégration de données, streaming, calcul, IA, analytique, dashboarding, gouvernance, l'offre est complète pour permettre de réaliser efficacement tous vos projets data. Néanmoins, si les avantages de cette plateforme sont multiples, de nombreuses questions se posent pour les organisations qui veulent y construire leur plateforme data. Choix des outils, maîtrise du budget, conformité réglementaire, mise en sécurité des données, méthodologie, migration. Il y a effectivement beaucoup de questions qui se posent à l'heure où on a envie d'envoyer notre plateforme data dans le cloud. Alors, comment tirer le meilleur parti de la plateforme GCP tout en répondant à ces challenges? C'est à toutes ces questions que nous allons répondre pendant ce webinaire dans les 3 quarts d'heure qui suivent avec mon invité qui me rejoindra juste après, Sébastien Colombo, qui est le patron de la data et l'IA de Google Cloud en France. Alors pour ma part, je suis Mick Lévy, je suis directeur de l'innovation en business. Voilà 20 ans que j'accompagne les projets de transformation des data des entreprises avec business et décision. Mon rôle est d'aller chercher nos meilleurs retours d'expérience pour vous en faire bénéficier sous la forme de conférences, sous la forme de webinars, sous la forme de publications et sous la forme aussi de missions de conseils, en particulier de conseils stratégiques, puisque je continue directement, et c'est important, d'accompagner nos clients sur le terrain. Alors, de quoi va-t-on parler sur ce webinaire plus en détail? Je vais d'abord vous faire un peu une overview des opportunités et des challenges des plateformes data dans le cloud. On verra quelles sont les questions clés à se poser au moment où on envisage de construire sa plateforme data dans le cloud, quels sont les points méthodologiques clés aussi pour y aller. Et puis on recevra ensuite donc Sébastien Colombo et on va échanger avec lui en mode interview. Ça sera sans slide sur la grande partie de ce webinaire. Sur le positionnement de Google Cloud, sur les questions autour de Google Cloud, sur l'avenir aussi de la plateforme Google Cloud pour les projets data. Donc vous le voyez, on va avoir un bel agenda, on devrait passer un beau webinaire. N'hésitez surtout pas à poser vos questions avec directement l'onglet questions qui est dédié à ça sur la plateforme de webinar. On prendra vos questions autant que possible au fur et à mesure avec Sébastien, ou dans tous les cas, on gardera un temps en fin de webinaire pour répondre à toutes vos questions. Donc n'hésitez pas à rester actif, à nous faire part de vos questions, mais aussi de vos remarques ou de vos commentaires. Ce sera avec plaisir qu'on les prendra au fur et à mesure du webinaire. Quelques mots sur Business et Décision. Donc, Business et Décision, on est une société de conseil et de services spécialisée en particulier sur la data. Notre claim d'ailleurs, c'est We Are Data. Donc, on est présent dans une dizaine de pays, majoritairement en Europe. On est présent dans 14 villes en France pour accompagner tous vos projets. Nous sommes 2400 personnes, 2400 experts des sujets de la data et de l'IA. Et Business Edition, vous le savez peut-être, souffle sa 30e bougie cette année. Voilà 30 ans qu'on accompagne toutes les initiatives data chez nos clients sur l'ensemble des géographies et secteurs sur lesquels nous intervenons. La spécificité aussi chez Business Decision, c'est qu'on travaille avec énormément de partenaires technologiques. On propose plus de 60 solutions technologiques à nos clients. C'est un point essentiel pour nous permettre de pouvoir vous conseiller, notamment au moment de faire un choix d'outils, au moment de définir son architecture. On a une vision globale du marché et on travaille avec l'ensemble des acteurs technologiques du marché, même s'il y en a certains avec qui, évidemment, on développe un partenariat plus fort.
Et c'est le cas de Google Cloud, avec qui on adore construire des projets ambitieux et sur un partenariat qui est très développé, avec beaucoup de compétences, beaucoup d'experts qui sont certifiés sur les solutions de data de Google Cloud chez nous. On y reviendra. Vous le savez aussi, Business et Décisions fait depuis 4 ans maintenant partie du groupe Orange Business Services, ce qui nous permet de vous proposer une approche encore très largement étendue, notamment sur des services managés, par exemple dans le cloud, notamment sur de l'IoT ou sur tout un tas d'autres sujets digitaux de manière élargie. Vous pouvez nous retrouver, si vous le souhaitez, sur nos prochains rendez-vous. Vous savez, Business et Décisions réalise beaucoup de webinaires. Là, on est à la saison 5. Le prochain webinaire aura lieu donc jeudi 21 avril. Il est à 11 h. Il va s'adresser spécifiquement aux PME et ETI franciliennes, puisque nous sommes partenaires de la région Île-de-France sur un dispositif qui s'appelle le PAC IA et qui vous permet de réaliser votre premier projet d'IA ou un projet d'IA subventionné à 50% par la région Île-de-France. Donc, on vous présentera dans ce webinaire quel est le déroulement de ce PAC IA, quels sont les points aussi à gérer pour bénéficier de cette subvention, sachant que on vous accompagne totalement, même dans le fait d'avoir la subvention. Et puis aussi, le Covid nous fichant un petit peu la paix pour l'instant, on en profite avec un roadshow. On reprend enfin des événements physiques. Donc, on va lancer un roadshow sur le thème du Data Cloud. Donc, pour ce roadshow, on sera accompagné de Tableau, de Talem, de Snowflake. Et puis ce roadshow passera, vous le voyez, le 12 mai par Bordeaux, le 24 mai à Nantes, le 7 juin à Lyon, le 9 juin à Marseille, le 21 juin à Paris. J'y serai moi sur l'ensemble des dates, j'y animerai la keynote de Business et Décisions. Vous y retrouverez des démonstrations live des différentes solutions. Vous y retrouverez aussi un certain nombre d'éléments méthodologiques, de vision du marché. Ça devrait être un roadshow très riche, donc n'hésitez pas à vous inscrire sur l'une ou plusieurs de ces dates si vous voulez nous suivre sur l'ensemble des différentes dates. Alors, je propose qu'on rentre maintenant dans le vif du sujet. Et justement, vous voyez que le sujet du cloud est bouillant. On en parle directement ce matin et on y consacre aussi un roadshow complet. Alors, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet de ces questions autour du cloud et en particulier du cloud de Google avec la Google Cloud Platform. On a établi chez Business et Décisions le top 5 des motivations de nos clients pour construire leur plateforme data dans le cloud. Il y a beaucoup de motivations, mais voilà un petit peu le top 5. Le premier point, c'est qu'on voit qu'on est face à un souffle, à un vent de modernisation des plateformes data qui est extrêmement fort. Il est entamé déjà depuis quelques années avec un renouveau des data warehouses, mais on voit aussi que les data lakes qui ont été construits on-prem autour des solutions Hadoop atteignent malheureusement déjà leurs limites, où on se rend compte qu'ils sont complexes à gérer pour un certain nombre de cas. Et du coup, il y a un vent de modernisation qui est extrêmement fort et énormément d'entreprises sont en train de basculer leur plateforme dans le cloud. Quelques chiffres provenant des analystes pour illustrer ce souffle qu'il y a dans les voiles actuellement du cloud et qui est très puissant. Une croissance des dépenses sur les offres d'infrastructures et de plateformes as a service de l'ordre de 45%. Et Gartner nous révèle aussi que les entreprises dépensent actuellement 2 fois plus dans les clouds publics que pour faire évoluer leurs propres infrastructures. Donc, vous voyez que ça va extrêmement vite et qu'on est face à un mouvement globalement pour porter les données dans le cloud qui est extrêmement fort. Qu'on attend les entreprises, une très forte puissance de calcul, une scalabilité, donc une capacité à faire évoluer la plateforme de manière très simple qui donne du coup beaucoup d'agilité à toutes vos initiatives. Une démarche aussi qu'on appelle le Pay as you grow. Donc ça va avec le fait d'avoir un paiement à l'usage. Et donc, on va pouvoir payer et faire grossir les dépenses en même temps qu'on fera grandir la valeur qu'on crée par les projets cloud. Au fur et à mesure qu'on monte en puissance dans le cloud, on dégage de la valeur et on paye aussi du coup de plus en plus cher. Mais du coup, les dépenses sont échelonnées sur la valeur qui est apportée par les projets cloud. Et ça, c'est une motivation extrêmement importante. Motivation extrêmement importante. On n'est plus face à des dépenses en investissement qui sont extrêmement fortes, mais on va pouvoir investir au fur et à mesure qu'on crée de la valeur. Dernière motivation,
c'est le fait de répondre à des nouveaux besoins, les sujets d'IA, les sujets de machine learning, les sujets d'industrialisation des projets data et de passage à l'échelle de projets data ambitieux, les sujets d'IoT, les sujets de streaming de données, donc pouvoir traiter les données au fil de l'eau et non plus seulement en mode batch, sont aussi des motivations très très fortes pour aller dans le cloud, dans lequel on va trouver du coup des solutions qui sont vraiment adaptées à répondre à ces nouveaux besoins. Donc voilà un peu le top 5 des motivations, les 5 plus fortes motivations qui poussent nos clients à aller dans le cloud. Et comme vous l'avez compris, ils sont très nombreux puisque le mouvement est vraiment général. D'un autre côté, le cloud n'est pas non plus forcément un Eldorado, tel qu'on peut le présenter dans certaines visions très marketing. Donc, il y a aussi des tempêtes dans le cloud, il y a aussi des problématiques à contourner. Et nous, chez Business et Décision, on est là pour vous accompagner dans le fait d'éviter ces tempêtes, dans le fait de faire les bons choix pour rester sur la partie droite du slide, vous voyez, là où il fait encore beau, là où il y a une jolie lumière, et éviter évidemment les nuages noirs. Alors, quelles sont ces tempêtes? La toute première, c'est qu'il faut se pencher sur un certain nombre de choix technologiques, et au moment d'aller dans le cloud, évidemment, il y a beaucoup de choix à faire. D'abord, vers quelle plateforme je vais m'orienter? Alors, vous allez voir que Google est clairement l'une des meilleures sur le marché, mais ce n'est pas la seule, donc il faut s'en poser la question. Et puis, une fois qu'on est dans un Google Cloud, l'offre est pléthorique. Google Cloud pour la data, en réalité, c'est des dizaines d'outils qui cohabitent ensemble et qu'il va falloir assembler, faire les bons choix, faire les choix avec les outils que vous avez déjà chez vous aussi, pour parvenir à assembler la meilleure plateforme qui va être la plus souple, qui va permettre le mieux de répondre à vos besoins. Un autre point qui va être de plus en plus à prendre en compte, c'est tout le volet green et les émissions carbone des services de cloud computing. C'est évidemment un sujet clé. Toutes les grandes plateformes de cloud s'y penchent, ils sont en train d'optimiser au maximum leurs ressources, mais ça va être aussi éventuellement un des critères de choix pour assembler sa plateforme. Deuxième sujet, la maîtrise du budget. On l'a dit, dans le cloud, on passe d'une vision d'un investissement fixe à une vision d'un paiement à l'usage. Et donc, forcément, il va falloir déployer un certain nombre d'opérations pour maîtriser le budget et surtout avoir un ratio entre les performances qu'on va avoir au global, quand j'emploie le terme performance, c'est la valeur qu'on va dégager versus le budget qu'on va y allouer. Donc tout ça est regroupé dans une pratique qu'on appelle le FinOps. Et chez Business et Décision, on vous accompagne aussi dans ces sujets clés du FinOps, dans ces sujets clés de la maîtrise du budget. Et plus que la maîtrise du budget, j'aime bien parler moi plutôt d'optimisation du budget. Comment je maîtrise et j'optimise mes dépenses pour créer un maximum de valeur autour de ma plateforme data dans le cloud. Et puis dernier sujet qui revient régulièrement, qui est qu'est-ce que je fais de tout mon patrimoine de données? Beaucoup de clients nous disent, bon, écoutez, c'est très joli, je suis prêt à aller dans le cloud sur un nouveau projet, je vois très bien comment je vais construire un nouveau projet dans le cloud, ça peut être très efficace, éventuellement vous allez peut-être réaliser des premiers tests, mais reste un problème, qu'est-ce que je fais de mes milliers de tables dans mon data warehouse ou dans mon Hadoop ou dans l'environnement Big Data globalement? Qu'est-ce que je fais de mes centaines de reporting qui sont sur une technologie quelconque? Qu'est-ce que je fais de mes milliers de mapping qui sont dans des ETL ou dans des développements spécifiques pour alimenter mon data warehouse, mon data lake et autres systèmes data qui sont déjà dans l'entreprise? Donc, il faut absolument se donner une vision aussi à long terme, à la fois de construire des nouvelles initiatives dans le cloud et aussi de se préparer à cette migration de l'ensemble du patrimoine. Restez bien jusqu'à la fin du webinaire. Je vous donnerai quelques recettes et on va aussi en parler avec Sébastien pour avoir quelques recettes autour de cette migration du patrimoine, sachant que chez Business et Décision, on a créé un certain nombre d'outils qui vous permettent d'automatiser cette migration du patrimoine data on-prem ou dans des systèmes déjà existants vers des systèmes de cloud public tels que GCP. Donc voilà de quoi on va parler sur la suite du webinaire. D'un côté, plein d'opportunités, des motivations très très fortes à aller migrer sa plateforme data dans le cloud. Et puis de l'autre côté, des écueils à éviter, parce qu'il ne faut pas se mentir non plus, on n'est pas dans le monde des bisounours. C'est le cas de le dire. Rappelez-vous que les bisounours vivaient dans des nuages roses ou à paillettes. Là, on n'est pas exactement dans le monde des bisounours. On est bien dans le monde du cloud et dans le monde des nuages, mais il y a quand même quelques écueils à éviter. On n'est pas dans de la magie.
Donc, pour reparler de tout ça et pour creuser maintenant tous ces sujets, j'accueille mon invité qui est Sébastien Colombo. Donc, Sébastien, tu es le patron de la data et de l'analytics chez Google Cloud France. Comment vas-tu? Ah, on t'entend pas, Ouais, Sébastien. très bien, Mick, merci à Le tous. micro. J'ai failli oublier de mettre mon micro. C'est le classique depuis 2 ans, c'est le Merci, classique. merci à tous de participer à ce webinaire et merci à Mick et BLD pour l'invitation. Écoute, je vais très très bien. Hâte de parler de Cool. tous ces sujets avec toi. Top, on devrait avoir une belle conversation effectivement dans la demi-heure qui suit. Je rappelle à nos auditeurs, n'hésitez vraiment pas à nous poser vos questions au fur et à mesure. On les prendra autant que possible avec Sébastien au fur et à mesure, sinon en fin de webinaire. Sébastien, je te laisse te présenter peut-être pour démarrer, qu'on te connaisse un petit peu mieux. Ouais, très rapidement, à défaut d'être original, je suis ingénieur informaticien. Ça fait quasiment 15 ans maintenant que je travaille exclusivement dans le domaine de l'analytics, de la data et de l'AI et de l'ML chez différents éditeurs, toujours côté éditeur de logiciels. J'ai Ouais. euh, j'ai rejoint les équipes Google Cloud il y a 2 ans lorsque Looker a été acquis par Google Cloud. Et j'ai eu longtemps en charge cette solution et depuis plus récemment, depuis le début de l'année, en charge de l'entièreté du portfolio des solutions Data Analytics et AI de Google Cloud. Donc Alors, voilà t'es pour, l'homme euh, qu'il pour nous un faut pour background. ce matin, pour avoir du coup une vision très très large de l'offre et puis comprendre les écueils qu'on peut rencontrer sur les projets. Je Alors, l'espère. Sébastien, ce qu'on peut dire, c'est qu'entre Google Cloud et BD, c'est finalement une belle histoire qui se construit déjà depuis plusieurs années. Aujourd'hui, Business Edition est partenaire premier de Google Cloud. Ça veut dire qu'on est au plus haut niveau de partenariat chez vous. On a déjà Mhm. accompli de beaux projets. On a des dizaines de personnes qui sont certifiées sur vos technologies et on adore effectivement accompagner des beaux projets ensemble chez nos clients. Côté Google, pour toi, quelle est la vision un peu de ce partenariat avec Business et Décision et plus largement aussi avec Orange parce que le partenariat est aussi global au sein d'Orange Business Service. Ouais, bah, déjà, je pense que le fait qu'on fasse ce webinaire ensemble, que je sois là, atteste de l'accélération qu'on souhaite donner à ce partenariat, qu'on souhaite continuer de donner à ce partenariat. Comme tu l'as dit, on commence à construire de belles histoires ensemble. On a de nombreuses références, notamment dans le monde du retail, mais pas que, avec de belles histoires de migration justement d'environnement on-premise vers nos technologies cloud. Vous accélérez fortement sur la certification de vos profils sur nos technologies, donc ça c'est quelque chose qui est fortement à apprécier. Et nous, on accélère aussi fortement le travail avec des partenaires clés pour supporter nos clients dans ces démarches de Move to Cloud. Donc effectivement, très heureux d'être là aujourd'hui, très heureux de continuer à développer le partenariat avec vous. Et en plus, bon, on va trahir un petit secret d'ores et déjà, mais Sébastien, on se retrouvera tous les deux sur un LinkedIn Live. Donc, ça se passera sur LinkedIn, ça sera au mois de juin. Donc, si vous voulez continuer de suivre nos débats après ce webinaire, on en aura d'autres. Ça se passera sur LinkedIn au mois de juin. Alors, Sébastien, le positionnement de Google sur tous les sujets data est assez singulier parce que finalement, à la fois Google a racheté beaucoup de solutions. Tu le disais, tu es issu de Looker et donc Looker est une solution pour toute la gestion des expériences utilisateurs basée sur de la data, donc notamment de la data vis, mais finalement, ça va beaucoup plus loin. Et Looker a été racheté par Google il y a quelques années. À la fois, Google crée plein de solutions, évidemment. Google, c'est des fantastiques moyens en R&D et ces solutions sont en plus bien souvent reversées en open source, ce qui est assez étonnant aussi. Quelque part, Google ne garde pas l'avantage complet des technos qu'il crée, mais il l'ouvre en open source. Bon, bref, avec tout ça, Google est vraiment omniprésent dans l'écosystème data des entreprises depuis une bonne dizaine d'années. Alors finalement, comment s'est construit l'offre? Quelles sont les lignes directrices de cette offre Google Cloud? Ouais, donc finalement, Google, énormément d'acquisitions. Dans le stack Data Analytics, pas tant que ça. C'est plus effectivement ce côté open source qui nous tient à cœur, qui est vraiment atypique, effectivement. Mais Google Cloud, vraiment, c'est 20 ans d'innovation pour résoudre les plus gros challenges de la data et de l'analytics du monde. Je ne sais Ouais. pas si c'est clair pour tous nos auditeurs, mais Google, c'est Google, pas Google Cloud. Google, c'est 10 produits de plus d'1 milliard d'utilisateurs. Et donc forcément, nous, on a dû créer un certain nombre de technologies en propre pour être capable de supporter ce type de solutions, ce type de produits et cette masse de données et d'événements à gérer au quotidien.
Et c'est vrai qu'on a soit open sourcé ces solutions-là, soit on les a commercialisées dans des techs chez Google Cloud que l'on propose pour le bénéfice de nos clients, et très souvent les deux. Donc en fait, pour répondre à ta question sur l'historique, cette histoire a démarré début des années 2000, notamment en 2004 avec un premier papier autour de MapReduce, qui était un peu le précurseur qui a donné naissance dans la communauté open source à Hadoop. Et côté GCP, en termes de produits, ça a été un produit qu'on appelle Dataflow. De la même façon, en 2010, on a publié Dremel, qui est devenu dans la communauté open source Drill, et qui chez nous est maintenant BigQuery. Et plus récemment, 2015, mais sur tout ce qui est IA, on a créé TensorFlow, qui est aussi un outil open source et qui est au cœur de notre suite Vertex AI aujourd'hui. Donc effectivement, et il y en a plein d'autres comme ça, des publications qui sont nées chez nous et qu'on a mis à disposition de la communauté open source. Et qu'on a aussi. On voit que Google est vraiment omniprésent sur les sujets data. Et en fait, c'est amusant parce que si on prend un peu de recul, quelque part, Google était la première entreprise au monde à rencontrer de tels changes en data, et c'est ça qui a poussé un tel vent d'innovation sur Google et qu'on retrouve aujourd'hui, dont on retrouve aujourd'hui le meilleur, on pourrait dire, regroupé au sein de l'offre Google Cloud. C'est vraiment ce qui s'est passé quand même. Hein, il faut c'est bien ça. l'avoir en tête. Beaucoup de notre philosophie, on va en parler dans ce webinaire, mais beaucoup de notre philosophie et des outils qu'on met à disposition de nos clients, c'est les outils qu'on utilise nous-mêmes. Donc, vous avez aussi la garantie que si ça marche pour Google, a priori, ça marche à l'échelle. Ouais, c'est ça. Alors, justement, quels sont les projets les plus marquants, quels sont les plus beaux cas d'usage que toi, tu as pu croiser ces derniers temps sur vos solutions dans les entreprises, hein, je parle. Là, on n'est plus, dans le grand public. Il y en a beaucoup. Je vais peut-être en retirer quelques-uns. Alors déjà, on a maintenant opéré la migration de Data Warehouse ou de Data Lake on-premise vers nos technologies cloud chez un nombre considérable de gros clients, pour en nommer quelques-uns qui sont en dehors de la France, notamment HSBC, Spotify, qui avaient des pétabytes et des pétabytes de données dans Hadoop et qui ont modernisé ça vers nos technologies. Et simplement, les gains de performance en termes de temps de requêtage par rapport à leurs environnements on-premise dans le cloud sont des ROI à eux seuls. Maintenant, sur les cas d'usage un petit peu plus métiers, j'aime bien un cas d'usage chez un retailer digital anglais notamment qui a implémenté nos solutions de call center management, donc de call center AI, et qui a permis d'améliorer l'efficacité de leur call center de 7% et qui a accéléré le temps de réponse aux requêtes urgentes de leurs clients d'un facteur 4x. Donc, on voit bien dans ces solutions très métiers où on va consolider un nombre certain de briques de notre plateforme, notamment les briques AI, qui vont permettre de résoudre des vraies problématiques métiers qu'avait en l'occurrence ce retailer pour le routage des calls vers les bons agents et donc accélérer le temps de réponse, mais aussi accélérer l'efficacité générale de leur centre de contact. Du côté BD, on a eu des très très beaux cas aussi sur de la personnalisation de parcours client, dans lesquels on vient en plus récupérer des données temps réel autour des comportements clients sur le web. Alors pour le coup avec une autre offre de Google, hein, qui est toute la partie analytics globalement autour de ce qui se passe sur les parcours digitaux. Et puis qu'on croise aussi avec un certain nombre d'algorithmes de prédiction, notamment de prédiction de produits, pour ensuite venir totalement personnaliser en temps réel les parcours clients, et puis aussi sur des points de vente physiques, parvenir à donner aux conseillers les meilleures indications en termes de produits à proposer, etc. Et là aussi avec des ROI qui sont assez phénoménaux. Donc les cas d'usage en fait sont sans fin. Il n'y a que l'imagination qui va pouvoir donner une limite aux cas d'usage qu'on va pouvoir développer sur la data et l'IA évidemment. Et puis la facilité ensuite du cloud et la complétude de l'offre fait que ça peut être mis en place assez facilement. Alors justement, Sébastien, pour rentrer un petit peu plus dans l'offre, je le disais en intro, l'offre data IA de Google Cloud est clairement l'une des plus complètes du marché. Est-ce que tu peux nous la présenter en quelques mots et nous donner quelques grands repères, peut-être des outils à prendre en compte au sein de la plateforme pour construire sa plateforme data? Ouais, et c'est aussi une bonne transition par rapport à ce que tu dis. C'est parce que quand on parle de data cloud, très souvent on se focalise sur la technologie d'entrepôt de données analytics dans le cloud, Ouais. ou alors
on a notamment, comme lors de votre roadshow, un ensemble de technologies en fait un petit peu séparées qui permettent d'adresser toute la chaîne. Comme tu viens de l'expliquer dans ton cas d'usage, avec Google, on a cette chance d'avoir un stack unifié, ouvert sur la communauté open source d'une part, mais aussi Ouais. sur les autres technologies cloud et on-premise. Donc, on a une plateforme qui est super ouverte, mais si nos clients le souhaitent, ils peuvent utiliser l'entièreté de notre suite et avoir ces économies d'échelle et ces bénéfices d'avoir un stack intégré Google Cloud. Donc, concrètement, ce que ça veut dire d'un point de vue suite Analytics et AI, pour répondre à ta question, ben, on a des outils de capture, d'ingestion de données tels que PubSub, de processing de données avec Dataproc et Dataflow, la pierre angulaire de la plateforme qui est BigQuery, qui est à la fois notre base de données analytique en termes de stockage, mais qui est aussi notre moteur de calcul analytique. Ça, il ne faut pas l'oublier, c'est que les bases de données modernes, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais c'est Ouais. et des moteurs de stockage, mais aussi des moteurs de calcul. Et Ouais, tout à enfin, fait. toute la partie gouvernance, notamment avec la partie couche sémantique que Looker amène au stack, l'exploitation et l'exposition des données, pour le coup avec Looker, avec Data Studio, avec Vertex AI et autres. Donc finalement, un stack assez complet de la collecte, la gestion des données à l'exploitation de ces données-là. Alors, tu parles de Vertex d'ailleurs. Hein, je disais en intro qu'il y avait 5 grandes motivations chez nos clients pour aller dans le cloud. Une des grandes motivations, c'est toute la partie nouveaux besoins et donc aller faire de l'IA dans le cloud. Donc, effectivement, Vertex est hyper performant. C'est issu de TensorFlow, qui est un des frameworks de machine learning les plus répandus et notamment hyper performant sur tout ce qui est autour du traitement du langage naturel. On a Mhm. réalisé il y a à peine quelques semaines un webinar, on va vous en mettre le lien dans le chat, qui s'appelait Utilisation pratique de Google Cloud Platform pour développer et industrialiser des projets d'IA. Si vous aviez raté ce webinar, on vous envoie le replay. Et puis Didier Gauthier, qui est notre directeur de la data science et de l'IA, a complètement pris en main la plateforme Vertex AI et puis vous donne un peu, c'est quasi un tuto hein, sur ce webinar pour faire ses premiers pas, construire son premier algorithme dans Vertex AI. Donc, si vous avez raté ce webinaire, on vous en met le lien effectivement parce que clairement, la partie IA est un des points qui tire vraiment, vraiment le marché autour des data cloud platforms finalement. Alors, tu as cité un outil qui est incontournable pour toute plateforme data dans Google, qui est donc BigQuery. Donc BigQuery, ça vaut le coup qu'on s'appesantisse quelques minutes dessus. Donc finalement, ça va être la brique centrale un peu de toute approche de data platform sur GCP, puisque c'est la base de données analytique par excellence au sein de l'offre Google Cloud. Quelles sont ces spécificités finalement à BigQuery et qu'est-ce qui fait que c'est un outil aussi central dans la plateforme? Alors, BigQuery, c'est, comme tu l'as dit, le pionnier, un des pionniers, si ce n'est le pionnier des bases de données analytics dans le cloud, conçu pour finalement processer des requêtes analytics à l'échelle, en termes de volume de données et en termes de concurrence d'utilisateurs. Donc concrètement, c'est des bases de données qui permettent de stocker un nombre quasi infini de données à des coûts de stockage très restreints, très réduits par rapport aux bases de données traditionnelles ou aux autres Ouais. entrepôts de données dans le cloud, et qui permettent à des centaines, des milliers de collaborateurs de requêter ces données en temps réel en ayant des performances qui soient très rapides. Euh, BigQuery se différencie avec un grand nombre de choses, mais ce qu'on peut ressortir, c'est notamment cette notion de serverless. BigQuery est vraiment full serverless, c'est cette idée de scaler à la demande en fonction de vos besoins, up and down, en fonction de vos requêtes, des requêtes de vos users, sans avoir besoin de planifier ça à l'avance. On s'aperçoit qu'avec un certain nombre de technologies de base de données traditionnelles, mais aussi même dans le cloud, on a quand même besoin de faire un minimum de sizing, de Hmm. projection, de préparation, de maintenance, d'opération en fait sur la scalabilité de leurs offres. BigQuery, ce n'est pas du tout le cas. La base de données est pure self-service, vous l'utilisez et les performances seront bonnes. Peu importe le volume de données, la taille des requêtes et ce genre de choses, on va automatiquement la scaler et provisionner de façon transparente le bon niveau de compute pour vous derrière. Ouais. Chez nous, on a des vieux architectes qui viennent du monde du data warehouse et qui disent waouh, c'est le jour et la nuit. On arrête de se prendre la tête avec les index, on arrête de se prendre la tête avec des optimisations de je ne sais pas quoi. On envoie des milliards de lignes là-dedans et ça marche avec beaucoup, beaucoup moins de soucis, beaucoup moins de sujets d'optimisation, de monitoring technique, etc. C'est Exact. pour ça clairement un game changer.
Ouais, ça, on va dire, c'est un peu le concept clé, c'est ce qu'il y a de très important, mais après, c'est aussi tout ce qu'on a dit par rapport à l'intégration de l'IA au niveau du data warehouse aussi. Donc, dans BigQuery, on a des Ouais, fonctionnalités natives d'IA et d'ML, notamment avec BigQuery Machine Learning, donc qui permettent à des analystes, à des utilisateurs ou des data scientists de faire des modèles prédictifs directement dans l'entrepôt de données. ouais, c'est clair. Donc, basé sur le SQL. On est aussi très en avance et assez innovant sur les sujets de streaming et notamment en termes d'ingestion de données streamées vers BigQuery et plus globalement ce côté intégration, comme on en a parlé tout à l'heure, avec le reste du stack GCP, mais aussi avec le reste du stack tout court. Donc avec la communauté open source, avec les autres environnements cloud, les autres environnements on-premise. Donc BigQuery, c'est Mm. vraiment voilà, cette pierre angulaire de notre approche de data platform dans le cloud qui se marie avec le reste du stack GCP, bien entendu, mais aussi avec l'écosystème que nos clients peuvent décider de choisir si ce n'est Ouais. pas du stack GCP. Alors du coup, bon, on a BigQuery qui va être quand même la brique centrale. Et puis autour, bah, il y a une myriade d'outils. Si on veut assembler un petit peu les meilleurs outils et surtout parvenir à libérer les données dans l'entreprise, un des gros enjeux que rencontrent nos clients, c'est comment on améliore l'accès aux données, comment on améliore l'exposition des données, notamment pour permettre du self-service ensuite par les métiers, éventuellement pour commencer à mettre en place des approches de type data marketplace. Voilà, comment on s'y prendrait? Est-ce qu'il y a les bons outils dans GCP pour le faire? Je suppose que tu vas me dire oui. Ouais, je pense que oui, je suis assez convaincu que oui. Et s'il y avait quelqu'un en doute, je suis prêt à prendre un call avec eux pour leur exposer mon point de vue à minima. Mais c'est vrai que les approches, enfin, on souhaite démocratiser la donnée, on souhaite faire du self-service. J'entends la même chose depuis que j'ai démarré dans la data et j'étais partie Hum, prenante des vagues précédentes d'outils. Donc, on a toujours essayé. Et en fait, on se heurte à différentes problématiques, mais soit grosso modo de gouvernance de données, soit de self-service. On a toujours l'un ou l'autre ou ou les deux problèmes. Et c'est vrai ouais, que dans notre offre, on a un certain nombre d'outils qui permettent d'aider à construire ça. On a récemment releasé quelque chose derrière BigQuery qui s'appelle Analytics Hub, qui va permettre de partager des datasets de façon plus large et de faciliter cette notion de partage de datasets. Mais on a d'accord. aussi surtout cette offre modulaire et je dirais le go-to, la solution de démocratisation de données aujourd'hui, c'est BigQuery plus Looker. On a cette notion de data warehouse que n'importe qui peut requêter. Par contre, tout le monde ne parle pas le SQL, donc il faut bien démocratiser cet accès-là. Et en fait, on va gouverner cet accès avec un outil comme Looker et permettre à des non-techniciens de poser leurs questions sans avoir besoin de travailler avec des équipes IT ou data à l'avance pour préparer les questions qu'on va peut-être pouvoir se poser demain. Donc, Hum, on a un stack qui permet de gouverner la donnée et de l'exposer sans risque, en interne comme en externe. Donc, par rapport à ces notions de marketplace, on a même des clients qui sont dans des approches de monétisation de données, directes ou indirectes, que ce soit pour ouais. améliorer leur image de marque ou qui même vendent des services de partage d'informations à leurs partenaires, à leurs fournisseurs ou à leurs clients. Et on peut faire ça de façon très sécurisée, une fois plus à l'échelle, avec ce stack BigQuery plus Looker, combiné avec les applicatifs que nos clients utilisent pour exposer ou interagir avec leurs clients. Alors, moi, il y a un concept que j'adore en ce moment, qui est celui du concept du data mesh. J'ai d'ailleurs animé un webinar avec un architecte, avec un architecte de chez Business et Décision, il y a à peine quelques semaines. On disait que le data mesh, c'était un petit peu l'architecture data façon Spider-Man. Si vous n'avez pas vu le webinar, pareil, on va bah voilà, super, on vous envoie l'adresse du replay dans le chat. On disait que c'était façon Spider-Man parce que c'est finalement une architecture data hyper souple, hyper agile, qui permet d'assembler une plateforme qui soit hyper évolutive, qui permet de redonner le pouvoir aussi et la maîtrise des données au métier pour de vrai, on va dire en les plaçant au centre du jeu. Et on disait aussi pendant le webinaire que finalement le cloud était, alors certes le data mesh est agnostique d'un point de vue technologique, on peut faire du data mesh sur toutes les technologies, mais quand même le cloud semble être le réceptacle naturel des initiatives data mesh. Comment on construirait ça sur GCP? Ouais, donc je suis assez d'accord avec avec ce constat. Une autre façon pour moi de parler de data mesh, c'est de parler de data product ou de considérer son stack pour créer des produits basés sur la data. Ouais,
c'est vrai que les approches data traditionnelles sont beaucoup basées sur du reporting finalement a posteriori, et donc les approches ont un petit peu changé. On n'a pas forcément besoin de savoir ce qu'on a fait la semaine dernière, on a besoin de travailler sur des produits qui sont basés sur de la donnée plus ou moins temps réel et qui sont surtout spécifiques à des domaines ou à des équipes métiers. Et c'est ça, en fait, je pense, le concept clé, c'est que historiquement, les équipes avaient des compétences fonctionnelles dans les business units, des compétences IT et data dans les équipes IT, mais rarement en fait des doubles compétences. Et en fait, quand on va regarder les approches data mesh, on va plutôt essayer de rendre ces approches plus agiles en ayant une team cross-fonctionnelle qui recoupe l'ensemble de ces skills, donc et IT, et data, et métier, plutôt que Et d'être c'est au plus proche siloté. des métiers. Ouais, exactement. Et en fin de compte, on voit que les approches classiques de data lake et d'entrepôt de données traditionnels n'ont pas forcément réussi à délivrer sur cette promesse-là, notamment en Ouais. termes de ségrégation des skills et des stacks. Et finalement, on peut prendre deux approches principales pour faire du data mesh aujourd'hui. D'une part, il faut intégrer cette composante un peu organisationnelle, agile, dont je viens de parler. Et puis après, on peut prendre l'approche de construire sur notre stack existant en rajoutant des briques, idéalement cloud, qui vont venir faire cette ingestion d'agilité dans la Mm. création des produits data dont ont besoin nos utilisateurs, ou alors on peut repenser depuis zéro et repartir avec des technologies cloud une fois de plus parce que c'est plus agile et plus rapide à mettre en place, Ouais. un stack moderne basé sur cette approche data mesh, data product. Et donc les composantes clés que l'on voit d'un stack data mesh moderne qui puisse marcher sont les composants d'agilité. Et donc chez Google Cloud, ça, on va amener ça avec notamment cette notion de serverless dont on parlait tout à l'heure et de notion de pay as you go, pay as you grow, dont tu parlais aussi comme un des enjeux Mm. de Move to Cloud. Donc ça, on intègre ça chez Google Cloud et c'est ce qui va permettre d'adresser la composante agilité, la composante collaboration, et pas collaboration au sens chacun peut faire ce qu'il veut, puis en fin de compte, on a ce qu'on appelle un data chaos. Notre couche de Ouais. gouvernance de données autour de LookML va permettre d'assurer la gouvernance et la scalabilité de cette approche. Donc, collaborer dans différents mesh, donc dans différents groupes métiers ou zones Dans produits, différents à domaines, ouais. travers Ouais, tout à fait. de gouvernance. Donc, on a un langage métier unifié, commun à l'ensemble de la boîte. C'est très important et on l'adresse aussi avec notre stack. Domaine spécifique, donc qui paye pourquoi, qui gère quel projet. Donc, avec les concepts de projet GCP, on va adresser ça aussi très, très bien. L'automatisation et la scalabilité, avec les SLA de nos solutions et ce concept de data ops pour manager le stack. Le côté self-service avec nos API, avec Looker, avec Data Studio. Et le côté finalement data as a product qui va combiner toutes ces briques technologiques et permettre Complètement. à des collaborateurs et des équipes métiers de construire ces meshs, de construire ces produits. Oui, et puis l'élément clé aussi, c'est que dans le data mesh, il y a un des quatre piliers, hein, qui est ce qu'on appelle la self-serve data infrastructure. Donc, dans le cloud, on va construire une infrastructure unique et la provisionner en self-service pour les différents métiers et pour les différents besoins, tout en gardant une très, très, très forte cohérence technologique de ce qui est fait pour en garder une bonne maîtrise. Donc, effectivement, pour toutes ces raisons-là, data mesh et GCP, ça semble quand même être un duo gagnant sur la construction des plateformes data cloud. On va entrer dans la dernière partie de notre échange, Sébastien, cette fois autour des challenges qu'on va avoir et un des challenges qui revient tout le temps, une des questions qui revient tout le temps dès lors qu'une entreprise envisage de mettre ses données dans le cloud, c'est qu'est-ce qu'on peut faire en termes de sécurité, qu'est-ce qu'il faut faire en termes de confidentialité vis-à-vis du RGPD, vis-à-vis des questions de sécurité de manière générale, éventuellement vis-à-vis des questions de souveraineté. Pour certains secteurs, ça se pose aussi comme ça. Donc voilà, quelles sont les précautions finalement à prendre sur tous ces sujets-là au moment de mettre ces données dans le cloud sur GCP? Okay. Donc, déjà, ce qu'il faut faire, c'est confiance dans un acteur cloud tel que Google qui manage, comme on l'a vu tout à l'heure, des données d'utilisateurs pour des dizaines de produits qui ont des milliards d'utilisateurs. Donc, pareil, nous, on est sujet à ces mêmes régulations. On doit protéger l'intégrité de nos clients, de leurs données, etc. Et donc, en fait, on a une philosophie et un certain nombre d'outils qu'on a mis en place et qu'on met en place, qu'on propose à nos clients de mettre en place pour garantir l'intégrité et la sécurité de leurs données. Ça passe notamment par principalement le contrôle de la localisation des données aussi, hein, pour les sociétés qui sont très sujets à cette problématique, et Ouais, notamment avec un nombre de régions, je crois qu'on en est à 29 ou 30,
notamment l'ouverture d'un data center en France qui va se faire cette année. Donc, il y a C'est un sujet clé et qui est très, très, très attendu parce qu'effectivement, vis-à-vis du RGPD en particulier, la localisation, mais aussi vis-à-vis d'autres règlements d'ailleurs, hein, la localisation finalement du stockage des données est primordiale. Donc, on peut déjà stocker ces données en Europe avec Google, mais le fait de les stocker encore en France, c'est sûr, va accroître la confiance des entreprises. Ouais. Et après, donc, on a 5 piliers clés autour de la gestion de la sécurité de données. C'est donc mais backup avec un certain nombre d'outils. Donc, le côté vous êtes en contrôle de vos données et pas Google. J'y reviendrai parce que c'est peut-être le plus important. Vos data, vos applications sont disponibles là et quand vous en avez besoin. Donc là, on revient sur ce côté de région, de réplication, de failover, de gestion d'availability de vos data. La data protection est core. Le côté, on vous aide à satisfaire vos exigences réglementaires avec nos experts et nos outils qui permettent notamment en Europe d'être compliance avec GDPR. Et aussi, tu en parlais tout à l'heure, on vous aide à adresser vos objectifs environnementaux et sociaux. Donc, étant un cloud green, on va aussi vous aider à obtenir vos objectifs sur ces ambitions et ces sujets-là. Mais sur le côté, vous êtes en contrôle de vos données et pas nous. Ça veut dire qu'on va simplement processer vos données sur la base de vos instructions. Google ne fait rien sur vos données sans que ce soit vous qui le décidez. D'ailleurs, Google ne fait rien sur vos données. On ne va pas vendre vos données, on ne va pas utiliser vos données pour des besoins d'advertising. C'est une crainte qu'on entend. On ne sait pas pourquoi, mais on a cette peur que Google va utiliser des données pour des besoins d'advertising. Ce n'est absolument pas le cas. Vos données sont encryptées, que ce soit sur le repos, en repos, in situ ou en transit. Et vous maintenez vous-même les clés d'encryption aussi. Ça c'est super important. C'est qu'on a différentes façons de vous permettre de gérer vos clés d'encryption dans Google Cloud, mais aussi à l'extérieur. C'est-à-dire qu'au niveau le plus critique, vous pouvez vous-même définir vos clés et les stocker en dehors de GCP. C'est-à-dire que nous, on ne sait même pas comment vos données sont encryptées. On ne peut rien faire sur ces données. Vous êtes complètement en contrôle de l'encryption de vos données. Donc ça, c'est un point qui est aussi très, 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 très important d'un point de vue sécurisation et encryption des données. Et bien entendu, on n'a pas de backdoor sur vos données. S'il y a des demandes des différents gouvernements, choses comme ça, c'est des demandes que l'on route vers nos clients, qu'on n'adresse pas à nous-mêmes de toute façon. Donc, c'est vous qui êtes en contrôle vraiment sur vos données tout le temps et vous en faites ce que vous voulez. Ok, donc ouais. Gestion des clés de chiffrement, ça c'est un point clé, des clés de chiffrement qui sont détenues uniquement par l'entreprise. Tu nous rassures, mais tu fais bien de le redire, effectivement, il n'y a pas d'exploitation des données des entreprises par Google, mais ça je pense que cette légende-là, elle vient des habitudes de Google sur les données personnelles, mais ça c'est quasiment le deal. On a accès à tout un tas de produits qui sont gratuits et le deal c'est qu'en échange, Google exploite ces données personnelles. Mais pour les données d'entreprise, là, on passe complètement dans autre chose. Je t'interromps 2 secondes, mais je pense qu'il faut vraiment ségréguer les deux conversations. Le côté Google Il faut Business clairement et séparer les Google deux. Cloud, ça n'a rien à voir. Exactement, exactement. Donc, mais je pense que c'est de là que vient cette légende ou cet imaginaire. Tu disais certaines entreprises ont encore ça en tête. C'est absolument pas le cas. Voilà, sur l'exploitation des données des entreprises par Google, ça n'existe pas du tout. Donc ça, c'est un peu les points clés sur le volet sécurité. Il y a un deuxième sujet qui revient systématiquement et pour lequel nous aussi, BD, pour le coup, on va avoir quelques éléments de réponse. Je les présenterai juste après ta réponse aussi. C'est la question des migrations. Et je parlais encore avec un client semaine dernière qui me disait, bon, bah, c'est très joli, construire un nouveau projet d'IA dans Google avec Vertex, génial, ça a l'air très facile à faire, on va y aller, mais qu'est-ce que je fais de mon data warehouse, qu'est-ce que je fais de mon data lake, qu'est-ce que je fais des milliers de mappings que j'ai construits sur un quelconque outil d'ETL, comment je fais pour rationaliser cet existant, rationaliser mes plateformes finalement. Alors, là, je pense qu'il y a plusieurs angles et il y a un aspect de démystification des projets de move to cloud aussi. C'est-à-dire que si quelqu'un n'a pas fait un move to cloud dans une vie précédente, un move de technologie on-premise vers une data platform cloud-based, on va regarder ce que l'on connaît et c'est des projets de mise en place d'entrepôts de données ou de changement de technologie d'entrepôts de données on-premise qui étaient des longs projets avec de forts effets tunnels où on mettait vraiment beaucoup de temps à réaliser de la valeur. Les technologies cloud renversent complètement ce paradigme. On est capable d'avoir de la valeur très, 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 très rapidement en commençant à migrer les applications vers le cloud.
Donc ça, c'est un premier point à démystifier, c'est qu'on n'est pas dans des projets avec effet tunnel multi-annuels. On est capable de délivrer de la valeur très, très, très rapidement quand on commence à s'embarquer dans des migrations vers le cloud. Ça, c'est super important. Et on fait ça et on arrive à faire ça notamment grâce à une approche très itérative de la migration. On va fortement travailler avec des partenaires comme BD, et comme tu le sais, puisque l'approche de migration, elle doit être aussi accompagnée avec un partenaire en sens, on va prioriser les workloads importants, on va prioriser les données que l'on doit migrer en premier, on va donc, en fait, on va faire une approche où on va auditer finalement l'existence que l'on doit migrer, prioriser comment on veut le migrer, puis ensuite engager les migrations techniques des workloads. Donc, travailler avec un partenaire, c'est clé. Et on a lancé, notamment la semaine dernière dans notre Data Cloud Summit, on a présenté une offre d'accélération de migration sur 3 piliers. Ce pilier audit assessment de l'existant où GCP va pouvoir aider les clients, GCP c'est Google Cloud, à identifier leur patrimoine existant. La partie planification, où là, on va embarquer un partenaire qui va prendre la suite en priorisant notamment et en définissant un plan de migration en fonction des priorités qu'ont les clients par rapport au workload qu'ils souhaitent migrer. Et ensuite, cette partie exécution, où dans le cadre de ce programme-là, on va aussi aider, notamment en termes de financement, nos clients à financer cette migration avec le partenaire en question. Donc, on a vraiment cette approche de prioriser, de faire une migration assez itérative, qui, je crois, Mick, tu me contrediras si ce n'est pas le cas, mais ça ligne bien avec votre philosophie de migration également par rapport à ce que vous avez fait chez vos clients. Oui, clairement. Merci. Tu me fais une super transition. Je vous remontre un slide. Chez BED, effectivement, on a mis en place un certain nombre d'offres d'accompagnement qu'on a appelé Data Go to GCP. Donc, autour vraiment de cette migration de tout votre existant, de votre plateforme data actuelle sur Google et tenant compte clairement des outils actuels que vous avez, avec lesquels vous avez pu construire, avec vos ETL et vos outils de reporting, etc. Donc, en fait, on s'y prend, nous, en 3 étapes et ça ressemble quand même assez bien à ce que tu as décrit. Et ces 3 étapes qui sont très, très fortement packagées dans nos approches. Donc, on a des outils, on a du matériel pour vous accompagner sur cette partie migration. On pourra vous proposer de commencer par une forme de cadrage avec une offre qu'on a appelée Data Insiders, dans laquelle on vous présentera l'état de l'art du Data Cloud, dans laquelle on vous présentera la plateforme GCP en détail, et on vous aidera surtout à identifier les meilleurs cas d'usage et puis les points structurants de votre migration et chaque étape de la migration pour y procéder de manière itérative, effectivement. Deuxième step, on pourra vous accompagner pour réaliser des premiers cas d'usage. Voilà, vous voulez vous lancer sur Vertex AI, vous voulez découvrir Looker, vous voulez réaliser un premier dashboard sur GCP. On a une offre qu'on a appelée le Data Cloud Starter qui vous permet de réaliser un premier cas d'usage sur la plateforme GCP. Donc, on mettra en œuvre du BigQuery typiquement comme on en a parlé tout à l'heure ensemble. Et puis, troisième offre qui est très, très fortement packagée, accompagnée avec des outils, des automatismes chez nous, qu'on a appelé le Move to Data Cloud, Move to GCP, qui vous permettra donc cette migration automatique ou en tout cas outillée de tout votre patrimoine data dans le cloud de Google et où là, effectivement, on a mis en place un tas d'outils d'audit. C'est le type de choses que tu citais, Sébastien, pour bien avoir une vision complète du patrimoine. Et puis aussi migrer votre patrimoine, et je le précise, y compris sur des ETL non Google. Si évidemment vous avez construit aujourd'hui tout votre patrimoine avec Talend, avec Informatica ou d'autres, pour ne citer que cela, si vous avez construit tous vos dashboards avec Qlik, Tableau, Power BI ou BO, par exemple, aussi pour n'en citer que quelques-uns, nous, on saura vous accompagner dans cette vision du patrimoine, d'une part, cet audit, et puis dans la migration automatisée sur des clouds. Donc voilà, le menu est complet et côté business décision, on est prêt à vous accompagner. Donc n'hésitez pas à nous faire signe sur le chat, par mail, sur notre site web, si vous êtes intéressé pour avancer avec nous sur ce type d'approche et avec Sébastien de Google aussi, évidemment. Alors Sébastien, j'ai une dernière question pour toi avant de nous quitter. Finalement, est-ce que tu peux pas nous trahir un petit secret là, avant de partir? Quelles sont un peu les prochaines priorités de développement de Google Cloud pour la partie data IA? Quelles
quels sont les prochains indices, les prochaines choses qui vont être développées dans la roadmap. On est juste entre nous, tu peux trahir quelques secrets de fabrication maison. Non, c'est pas du tout une question piège. Elle arrive à un bon moment. Je pense que tu as suivi le Data Cloud Summit qu'on a organisé la semaine dernière. Donc, on vient tout juste de faire un certain nombre d'annonces. Donc, malheureusement, je ne vais pas avoir de grands secrets entre ce qu'on a annoncé mercredi dernier et aujourd'hui. Mais donc, il y a les notes en fait et un blog de ce qu'on a annoncé la semaine dernière et D'accord. ce qui est grosso modo les innovations du moment et ce sur quoi on travaille. Donc on a annoncé notamment quelque chose qui s'appelle Big Lake qui vient pour vocation d'unifier les technologies de Data Lake et de Data Warehouse et de permettre à nos clients d'analyser leurs données sans vraiment se soucier du mode de stockage sous-jacent, réduire les duplications de données, réduire les coûts. Enfin, Donc, ça, ok, c'est ça. une Big Lake en preview, grosse innovation. Ouais. On a rendu GA le Vertex AI Workbench. On a aussi rendu GA l'intégration finalement de cette couche sémantique Looker qu'on appelle LookML directement dans Google Sheets, Connected Sheets et dans Data Studio, ce qui permet de leverager la gouvernance justement de l'unification du langage métier des entreprises dans les outils avec lesquels ils sont familiers, notamment Mhm. les sheets Excel. On pourra directement finalement accéder à BigQuery ou une autre base de données sous-jacente de façon gouvernée depuis un environnement familier, pareil dans Data Studio. Donc ça, c'est les trois grandes, je dirais, annonces que moi j'ai retirées de ce summit. Et j'encourage les auditeurs à consulter le blog et les documentations associées des annonces qui ont été faites la semaine dernière. Yes, top. Bon, alors tu ne trahis pas vraiment de secret, mais tu nous donnes quand même mais tu nous donnes quand même des annonces fraîches, c'est sympa. Pour les secrets, je vous encourage à nous contacter en one-on-one et on verra ce qu'on peut partager en plus petite comité. Bah oui, carrément, carrément. Sébastien, on arrive au terme de ce webinaire. Je te remercie d'abord très chaleureusement pour tous nos échanges et puis pour toutes les infos qu'on a pu partager ensemble autour de ce webinaire. Côté business et décision, n'hésitez pas à nous suivre sur LinkedIn. C'est là que tout se passe pour nous. On y met toutes nos actus, les prochaines dates, des avis d'experts, etc. Donc, on vous met le lien et puis vous pouvez scanner aussi flasher directement le QR code que je vous affiche à l'écran. On se retrouve très rapidement du coup pour de nouvelles aventures en webinar ou sur notre roadshow qu'on lancera donc le 12 mai à Bordeaux. Sébastien, merci encore, merci beaucoup. Et puis nous, on se retrouve très bientôt du coup pour un LinkedIn Live qui aura lieu au mois de juin. J'ai plus la date en tête, mais déjà programmé. Bah, suivez-nous sur Le LinkedIn, 16, je vous crois. aurez la date précise qui sera, je crois que c'est mi-juin. C'est le 16, il me semble. Ah bah magnifique. J'ai Donc une meilleure mémoire que toi. voilà, donc on se retrouvera le 16 juin sur ce LinkedIn Live. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur LinkedIn pour en rester informé. Merci Sébastien et à très bientôt alors. Merci à vous, merci à tout le monde. Salut, à bientôt, au revoir.